John, Ça va? ça va et toi, ça va? Ça va bien. Bon, tu as vu le joueur que je t'ai envoyé, Jackson Irvine? Ouais, Tu connais? ouais, je connais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon profil. Maintenant, là où tu vas me faire peur, c'est quand tu vas m'annoncer le tarif. Écoute, on a essayé pendant toute la période des transferts de faire quelque chose. Aujourd'hui, il est toujours là. Déjà, vois s'il y a un intérêt et ensuite je fais le lien, ok? Ensuite, on regarde la faisabilité, ok? Ok, on fait comme ça. Voilà, pas de souci. À tout à l'heure. Ciao. Nous sommes le 5 octobre dernier au matin. À minuit, le marché des transferts prendra fin. Pour John Williams, directeur sportif d'Amiens, et pour les agents de joueurs en quête d'un nouveau club, c'est la journée de la dernière chance. Il y a une montée d'adrénaline. Faut aimer le jeu, il faut aimer la compétition. Il faut avoir les nerfs aussi. Mais non, c'est plutôt intéressant. Et entre ce matin et ce qui va se passer à minuit, je pense qu'on va passer par beaucoup de scénarios possibles qui vont faire que on va imaginer beaucoup de choses et puis à la fin, ça va être pas forcément ce qu'on a imaginé qui va se produire. John Williams sait parfaitement de quoi il parle, car avant de rejoindre la direction du club Picard, il a été l'un des agents les plus influents du pays, s'occupant notamment de la carrière de Lassana Diarra. Déjà, pourquoi t'as arrêté le métier d'agent? Pour deux raisons. Une, parce que je commençais à en avoir marre c'est la raison négative, je commençais à en avoir marre des joueurs, où ils deviennent compliqués à gérer, avec Aujourd'hui, il y a tout un environnement, il y a le père, la mère, l'oncle, le cousin, le tonton, il y a tout le monde qui se met à vouloir être agent. Donc aujourd'hui, quand on veut parler à un joueur, il faut parler à 5-6 personnes autour. Et finalement, le métier d'agent n'a plus la noblesse qu'il a eu à une époque. Et puis la seconde raison, beaucoup plus positive, c'est que j'ai des joueurs qui ont gagné des titres quand j'étais agent. Et j'étais dans les tribunes et j'avais des petits frissons quand mes joueurs gagnaient. Et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir des grands frissons, de voir mes joueurs que j'ai recrutés en tant que directeur sportif gagner les mêmes matchs, quoi. C'est un métier qui a une image sulfureuse. Est-ce que ça, c'est fatigant à force? Non, alors, j'étais un grand défenseur de la profession d'agent. Et quand j'étais agent, je la défendais vraiment. Mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi il y avait un apport de l'agent. Dans le côté la défense des intérêts du joueur, optimisation de ses intérêts personnels, développement de carrière, accompagnement, éducation. Et puis je me suis rendu compte aussi que, si je suis tout à fait honnête, d'être passé de l'autre côté de la barrière, je comprends que les gens puissent avoir une image quelquefois négative du métier d'agent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont là plus pour servir leurs intérêts personnels que leurs intérêts professionnels, ceux du joueur. C'est à ce moment-là? Oui. Ça arrive assez fréquemment d'avoir un agent qui va vous dire donne un peu moins au joueur et un peu plus à moi, quoi. C'est généralement un facteur qui fait qu'on arrête de discuter et on passe à autre chose, quoi. C'est quoi l'histoire la plus rocambolesque ou dingue que tu aies vue par rapport à la profession d'agent qui est au centre de tout ça dans une négo? Il y a un an, on avait un joueur qui devait partir en Russie. Il y avait une offre qui a été acceptée par le joueur. Le club faisait le tour préliminaire de Champions League. Le joueur gagnait une somme qui était phénoménale dans un projet sportif qui était plutôt intéressant. Et puis l'histoire a capoté parce que l'agent a demandé quasiment autant que le joueur. Et dans ce cas-là, comment réagit le joueur? Le joueur, il a rien dit. Il a rien dit, il était solidaire de son agent. Et puis, un an plus tard, le joueur a changé d'agent quand même. Ils se sont rendus compte que je pense qu'il y avait quelque chose qui clochait. John Williams lui-même n'a pas échappé à la polémique durant sa carrière d'agent. Il a été mis en examen dans une affaire de fraude fiscale avec son ancien associé. J'ai commencé dans le football pro, j'avais 21 ans. Je ne connaissais pas la vie, quoi. Donc c'est le foot, quelque part, le milieu du foot qui m'a éduqué. Donc on fait des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. On ne sait pas forcément si c'est une bonne ou mauvaise rencontre, on le sait que 2 ans ou 3 ans après, ou 4 ans ou 5 ans, quoi. Mais au départ, vous ne savez pas, quoi. J'étais un gamin
Voilà, j'ai fait des choix qui auraient pu être meilleurs et qui m'ont fait grandir aussi, qui m'ont rendu meilleur par la suite parce qu'on apprend de ses erreurs. Chaque acteur du milieu du football connaît au moins une histoire invraisemblable sur ce métier si controversé. Au fil de ce documentaire, certains d'entre eux nous raconteront celle qui les a le plus marqués, qu'elle soit amusante, embarrassante ou parfaitement scandaleuse. C'était dans un club, c'était il y a longtemps. Donc on était en train de discuter avec le joueur, l'agent, le président. Il discutait, moi j'écoutais tranquillement. Ça coinçait, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un montant. Et au bout d'un moment, le président dit « Bon, stop, on arrête, on va boire un verre, on va boire un café tranquille. » Et il appelle l'agent et il lui explique, il lui dit « Écoute, si tu arrives à nous faire descendre et que le joueur accepte le montant à peu près qu'on propose, je vais t'augmenter ta commission. » L'agent a réfléchi 30 secondes et il a dit « Bon, d'accord ». Il est retourné voir le joueur, il lui a dit « Tu sais, c'est une bonne proposition que le club nous fait et on va l'accepter. » Et ils l'ont accepté. J'étais là, je regardais, je dis « C'est pas possible, je rêve, pincez-moi, c'est son agent. J'espère qu'ils ne sont pas tous pareils. » Pas tous, mais quelques-uns, oui, quand même. Entre fantasme et réalité, l'image de l'agent vénal a la peau dure. Une chose est sûre, le métier peut rapporter gros et l'argent circule de plus en plus. Selon la FIFA, le montant des commissions d'agents versées par les clubs a été quasiment multiplié par 3 entre 2015 et 2019. Rien qu'en Angleterre, les clubs de Première Ligue ont versé 300 millions d'euros de commissions d'agents entre février 2019 et février 2020. Un marché exponentiel où les règles ne sont pas partout les mêmes. En France, le métier est particulièrement réglementé et contrôlé. Pour avoir le droit de l'exercer, les 490 agents officiels ont dû passer un examen dont le taux de réussite est d'environ 5% chaque année. En théorie, le montant de leur commission ne peut pas dépasser 10% du salaire des joueurs qu'ils représentent. Ils doivent avoir un casier judiciaire vierge. Enfin, les agents peuvent désormais être contrôlés par la DNCG, le gendarme financier du football français. Mais malgré toutes ces précautions, le monde du football n'échappe pas aux dérives. Chaque fois qu'on parle des agents, c'est jamais en bien, évidemment, c'est toujours parce que on apprend qu'il se passe des choses qui sont pas forcément très nettes. C'est vrai que l'opinion publique peut laisser penser que les agents, c'est le problème dans le football professionnel. Alors qu'en réalité, les agents licenciés, c'est pas le problème. Ce qui est le problème, ce sont tous ces intermédiaires sulfureux que nous, on qualifie d'imposteurs et d'usurpateurs. Actuellement, des joueurs, ou la plupart des joueurs, prend un peu n'importe qui comme agent. C'est-à-dire souvent des gens de la famille, des amis, qui ne sont évidemment pas licenciés. Les présidents de clubs, des présidents de clubs, même de grands clubs, n'hésitent pas à discuter avec ces gens-là. Les clubs, quand ils veulent un joueur, sont prêts à tout. Et après, ils disent que les agents sont la gangrène du football. Et pourtant, quand ils veulent un joueur, ils sont prêts à tout. Et à discuter avec tout le monde pour obtenir le joueur qu'ils veulent, à verser les salaires qu'ils veulent. Et après, d'un autre côté, ils jouent la carte morale. Si le joueur indique que vous devez parler au pape ou à toute autre personne, le club sera amené à parler à cette personne. Parce qu'à un moment donné, on a un rapport de force qui est tel et tellement fort pour le sportif, en faveur du sportif, que le club n'a pas d'autre choix que de discuter, d'échanger, de négocier parfois avec la personne qui a été désignée par le sportif. Et donc, elle est là la difficulté. C'est qu'il faudrait aussi peut-être imposer aux sportifs de ne recourir qu'à une personne qui serait habilitée, agent licencié, avocat mandataire sportif,
agent étranger enregistré en tant que prestataire de service auprès de la fédération et qui pourrait le représenter dans ces négociations. Et potentiellement, il faudrait pouvoir sanctionner un joueur s'il est représenté par quelqu'un qui n'a pas le droit de le représenter, par exemple. À partir du moment où c'est dans l'intérêt du joueur, oui. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on a le même sportif qui dit « je me suis fait avoir ». Des agents officiels n'hésitent pas aussi à prêter leur nom à des agents qui ne sont pas agents pour habiller une opération. Moi, j'ai toujours dit, et ça je le répète depuis 20 ans, si le milieu du football voulait assainir, je pense qu'on pourrait grandement améliorer les choses. Et il suffirait, mais c'est un vœu pieux, puisque ça fait 20 ans que je le dis et ça n'a rien changé, que tout le monde se décide un jour à dire « bon, moi, voilà, je rentre dans les clous », et à mon avis, on trouverait la solution. Mais alors pourquoi, à votre avis, le monde du football n'a pas envie de faire cela ? Mais parce que je pense qu'on est resté, nous, football, dans des façons de faire, je dirais, archaïques. On s'arrange entre nous et malgré toutes les lois qui sont arrivées pour essayer de baliser un petit peu tout ça, les gens ont continué à œuvrer comme ils l'ont toujours fait, pensant que finalement, après tout, ça ne gênait pas grand monde. Travailler avec des intermédiaires sulfureux ou non licenciés est monnaie courante dans la très grande majorité des clubs professionnels français. Mais pourquoi serait-il si difficile pour les dirigeants de travailler dans le respect de la loi ? Nous avons voulu poser la question à Jean-Pierre Caillot, président de Reims et représentant des clubs de l'élite à la Ligue. Malgré nos dizaines d'appels et messages, nous attendons toujours sa réponse. Moins pudique ou plus courageux, Laurent Nicolin, président de Montpellier, a accepté de nous parler. Est-ce que c'est un sujet touchy, vous pensez, pour certains de vos collègues ? Non, mais tous les sujets, vous savez, nous, les présidents, de toute façon, on est soit incompétents, soit on est nuls, soit on n'a pas de couilles. Donc, à un moment donné, moi, c'est pas la question. À un moment donné, on dit, moi, quand vous m'interrogez sur n'importe quel sujet, je vous répondrai si je suis capable de répondre sur les sujets. Le reproche qui est fait aux dirigeants de club, en fait, c'est pour ça donc je voulais avoir quelqu'un qui peut quelque part les représenter, c'est de parler parfois à des gens qui ne sont pas agents licenciés FFF, et qui donc, logiquement, selon la réglementation, selon la loi française, ne pourrait pas discuter, n'a pas le droit de discuter avec des dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à ça ? Nous, c'est rare. Nous, on essaie généralement de travailler avec des gens qui sont licenciés. Après, c'est sûr que tu as maintenant beaucoup plus de joueurs qu'avant. Donc, automatiquement, des fois, tu as le cousin, le neveu, le père, l'oncle qui se disent j'ai une pépite, je vais m'en occuper, et qui sont là dans les discussions. Nous, on essaye d'éviter, mais ça peut arriver. Après, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne signe pas un document s'il n'y a pas un agent assermenté. Nous, on fait tout dans les règles. Enfin, nous, à Montpellier, après, chacun fait un peu comme il veut. Mais bon, des fois, c'est vrai que tu as le cousin, tu as l'oncle, tu as le neveu. Bon, ça peut arriver. Et c'est compliqué ou le père de dire monsieur, vous allez attendre dehors. Après, moi, il faut qu'on m'explique comment un agent qui n'est pas licencié peut toucher de l'argent. Parce que moi, j'avoue que je ne sais pas faire. Moi, un agent qui n'est pas FFF, moi, je ne peux pas signer un contrat avec lui. Donc, automatiquement, je n'ai pas d'argent avec lui. Donc, il n'y a pas de commission. Donc, moi, je travaille qu'avec des agents ou un avocat. Donc, mais par exemple, quand vous travaillez avec Jean-Christophe Cano pour Andy Delors ou TJ Savanier, il n'a pas de licence en France, il exerce en France, il est sur le territoire français. Est-ce que pour vous c'est un souci ou vous considérez que c'est pas un souci ? Quand il vient, il y a l'agent du joueur qui est avec lui. On a les agents, l'agent de TJ, l'agent d'Andy sont avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, il fait partie d'une société où il travaille avec plusieurs personnes, avec des agents licenciés. Il vient systématiquement avec l'agent, ou des fois j'ai l'agent officiel d'Andy Delors ou de TJ Savanier qui viennent. Dans ces cas-là, bien souvent, l'agent officiel ne négocie pas grand-chose. Il est simplement présent pour couvrir le membre de la famille ou le vrai représentant du joueur, qui négocie alors les termes du contrat en toute illégalité selon la loi française. Il arrive cependant que les dirigeants dénoncent auprès de la fédération des intermédiaires douteux. Mais leur démarche est alors rarement guidée par l'intérêt général.
Est-ce qu'il y a des clubs qui sont parfois quand même très curieux parce qu'ils vont discuter avec des gens qui n'ont pas la licence ou qui ne se comportent pas forcément bien, et puis après, si ça se passe mal, ils vont se plaindre. Ça vous arrive? C'est arrivé. C'est arrivé tout récemment d'ailleurs, lors de cet été-là, où un club est venu me dire que ça n'allait pas du tout parce que leurs joueurs étaient mal conseillés. Et en plus par quelqu'un qui n'était pas agent. Je lui ai dit, oui, ok, il faut me donner les éléments et puis on va faire ce qu'il faut faire. Bon là, évidemment, c'était difficile puisqu'il y avait quand même une petite complicité. Jean Lapeyre n'a pas souhaité en dire davantage. Mais selon nos informations, il s'agit du Paris Saint-Germain. L'été dernier, le club parisien a en effet contacté la fédération pour dénoncer l'un des représentants de Tanguy Kouassi, parti libre au Bayern Munich, après avoir refusé les propositions du PSG. Le pire quand même, c'était que le club discutait déjà depuis des années avec cette personne-là. Donc vous voyez, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. C'est le jour où les clubs eux-mêmes décideront de jouer uniquement dans le cadre légal, je crois qu'on aura fait de gros progrès. C'est pas recevable d'entendre que pendant des mois, ils ont discuté avec cette personne-là qui n'était pas habilitée à le faire et dont la probité n'était pas nécessairement prouvée. Effectivement, c'est faux cul. C'est faux cul. Donc il faut le dire, c'est pas facile aujourd'hui, mais il faut du courage. Il faut le courage de se dire oui, ok, on est capable de se confronter avec tel ou tel joueur pour lui expliquer que, voilà, en France, il y a une liste de 500 mecs qui sont répertoriés à la Fédération française et qu'il faut choisir d'être représenté par un de ces 500 agents licenciés. C'est assez simple. Confrontés à leur décharge à la concurrence des pays étrangers, où la réglementation est beaucoup plus souple, les clubs ont une grande partie des cartes entre leurs mains. Car pour lutter contre le phénomène des faux agents, la fédération dispose de moyens limités. La fédération, dans ce domaine, fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, évidemment, suspendre des gens qui ne sont pas licenciés, qui ne sont pas agents. En revanche, elle a un moyen d'action qu'elle utilise depuis maintenant bon nombre d'années, c'est-à-dire, pour les initiés, l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire un signalement, une plainte au procureur de la République. Et depuis que nous faisons ça, nous avons déposé à peu près 70 plaintes. Et malheureusement, sur ces 70 plaintes, nous avons eu que 6 condamnations à de la prison avec sursis, une dizaine d'amendes, voire des rappels à la loi, et pour le reste, c'est des classements sans suite. Donc vous voyez, on n'est pas aidé dans ce domaine-là par la justice. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une relation sur la durée avec mon agent qui était Jean-Christophe Touvenel. Il n'y a qu'une fois où on n'a pas travaillé ensemble, c'était quand je suis parti en Allemagne au Werder de Brême, où le dernier jour du mercato, un agent extérieur s'est présenté. Et là, il y a des regards qui ne trompent pas. La première fois que j'ai rencontré le coach, j'ai compris que j'étais pas voulu par le coach. En creusant quelques mois plus tard, j'ai compris que c'était un deal financier plutôt qu'un deal sportif. Quand un directeur sportif débarque en te vendant le futur Johan Mikou, numéro 10 du Werder, on va jouer dans un système où tout va tourner autour de toi, tu étais vraiment le joueur qu'on attendait. Et quand tu arrives finalement, le numéro 10, c'est le capitaine du club, enfant du club, Aaron Hunt, indéboulonnable, et qu'on t'explique que tu vas jouer à gauche, alors que les 3/4 de ta carrière, tu as joué côté droit ou dans un milieu à 3, bah, tu te dis que soit ils se sont foutus de ta gueule, soit tu t'es fait avoir. Donc je pars du principe que je me suis fait avoir, et le directeur sportif et l'agent qui avait fait le deal avaient pu peut-être s'arranger et puis prendre un petit billet. À Amiens, le téléphone de John Williams est en surchauffe. Oui. Il est 10h du matin, le marché des transferts se termine à minuit. À l'autre bout du fil, des agents, plus ou moins insistants. Qu'est-ce qu'il te reste à faire là? Si on bouge, c'est sur un 6-8. Donc juste 6-8. Ouais.
Ok, bon, je crois que je n'ai rien à te proposer. Bon. Ok, bon. Ok, On se rencontre pour la suite. Je te Ciao. dérange pas plus longtemps. Merci, ciao. Allez John, je suis en train de gérer l'italien là. Il prend 50% des salaires. 50% du salaire? Ouais, c'est vrai. Du salaire du joueur, d'Emmanuel Badou. Ok. Après, je suis pas sûr que ce soit le bon profil. Ok. 76 matchs en équipe nationale du Ghana. C'est fort, hein? Ouais, je sais, mais je pense que c'est plus le même joueur que ce qu'il a été à une époque. Ah bon, ok. Ouais. 10 buts. Ligue 2, John. Ouais, je sais, mais quand même, hein, on se respecte. Hein. Je sais, mais je veux dire, il peut tenir, quoi. Si on bouge, faut que ce soit top et c'est pas le cas là. Non, on fera pas, c'est sûr. Quand il a quitté le métier d'agent pour devenir directeur sportif du club Picard, John Williams a été soupçonné de conflit d'intérêts, mis à l'amende par la commission des agents puis finalement blanchi. Dans le même temps, d'anciens confrères ont cru pouvoir profiter de son ancien statut pour mener des opérations obscures. Quand j'ai commencé dans la fonction de directeur sportif, clairement, il y a pas mal de... Enfin, il y a un nombre trop important d'argent qui m'ont proposé une rétrocommission pour un joueur. En clair, pour les gens, tu fais un joueur pour faire plaisir à l'agent et l'agent te donne de l'argent. Exactement. Et ça, je suis très à l'aise, ça m'est jamais arrivé d'accepter, ni même d'aller plus loin dans la discussion. Et il y a pas très longtemps, ça arrive quasiment plus, mais c'est arrivé une fois cet été, où de manière très claire, j'ai demandé à la personne, à l'agent en face, d'oublier mon numéro et de passer à autre chose. Parce qu'on part du principe que Williams c'est un ancien agent, et donc Williams veut l'argent, Williams peut faire des choses qui sont borderline. Ou carrément illégal, là, pour le coup. Ou illégal, oui, pour le coup, oui. Oui. Les affaires reprennent. Aldo Kaloulou, l'ancien joueur de Lyon, arrive avec son représentant. Après des échecs en Suisse et en Angleterre, il veut relancer sa carrière en France. Mais il appartient encore au FC Bâle. Les négociations vont être longues. La nuit est tombée quand les trois parties se mettent enfin d'accord. Mais l'affaire se complique. La vente d'un joueur d'Amiens vient de tomber à l'eau. Et avec elle, l'argent prévu pour recruter Kaloulou. John Williams a 4 heures pour trouver une solution. En vain. À 23h45, à 15 minutes de la fin du mercato, Kaloulou apprend que l'opération ne se fera pas sur veto du président Bernard Joannin. Il est venu à Amiens pour rien. Dans le bureau d'à côté, l'ambiance est plus décontractée. Bongani Zungu, le milieu sud-africain d'Amiens, fait en compagnie de ses agents sa signature in extremis au club écossais des Glasgow Rangers. Il y a beaucoup de pression qui pèse sur nous parce qu'on doit trouver une solution sur le dernier jour parce que le mercato prendra fin et l'avenir du joueur sera scellé. Donc forcément, on ressent une pression et on souhaite que ça se termine bien parce que c'est pour le joueur que justement on travaille et à la fin qu'il obtienne ce qu'il souhaite, c'est le principal, donc c'est vraiment un soulagement. Bongani Zungu a signé un prêt d'1 saison avec option d'achat. Avec ses agents, il part saluer une dernière fois John Williams. No, I wanted to say thank you for everything. Yeah, that's good for you. Enjoy your time there. Don't get the Scottish accent. Yeah. Non, je veux te remercier pour avoir fait en sorte que le deal se fasse, puisqu'il y avait d'autres trucs, mais lui il préférait ça, donc on a poussé pour que ça se fasse, et au final, avec l'effort que tu as fait, ça a pu se faire, donc on est content, ça n'a pas été toujours facile. Tu as fait en sorte que tout le monde soit content, donc moi aussi je te remercie pour ça, parce que là aujourd'hui, surtout le joueur, c'est ce qui prime, c'est qu'aujourd'hui il est content, donc voilà, on sait que c'est pas toujours facile les relations, parfois on se parle, etc., mais au moins on en arrive à quelque chose de positif et voilà, merci à toi, John. Bien joué à vous avez bien fait votre boulot, vous avez bien défendu votre joueur, ouais. Donc c'est bien.
C'est gentil. C'est pas facile. Des fois, ça frite un peu, mais c'est bien. J'ai bien défendu votre dossier. Bon, bravo à vous, c'est du bon boulot. Voilà. Même si, Bonne chance pour la fin de saison. On fait chier des fois. Non, après, chacun est dans son rôle. Hein. Toi, tu défends ton club, hein. C'est normal. Hein. Juste, ça coule dans le tour. Minuit est passé, le mercato se termine sur une bonne note. Même si l'on devine qu'entre John Williams et les jeunes agents de Bongani Zungu, les discussions ont été très tendues avant d'aboutir. C'était très compliqué, les négociations, parce que ce sont aussi des jeunes hommes. Bon, peut-être que je commence à être vieux dans ce métier-là, mais du coup, très vindicatif, très ultra réactif, surréactif même. Ils mettaient beaucoup d'émotions dans leurs actes. Ce qui fait que quelquefois ils ont surréagi. Et voilà, bon, à la fin ça se finit bien, et puis on se serre la main. Ils ont défendu les intérêts de leurs clients très bien, mais quelquefois trop, et qui peuvent être à la limite, quoi. Pour qu'un deal aboutisse, il faut que les 3 parties se retrouvent, voire quelquefois 4 si on parle de l'argent en plus. Mais voilà, eux, quelquefois, c'était à sens unique un peu. C'était le joueur s'y retrouver, oui, super. Un peu les Glasgow Rangers et paye tout à bien. Donc il a fallu se battre pour remettre le curseur au 0 et faire en sorte qu'il y ait à peu près les 3 parties qui soient gagnantes. Même, je pense, moi, à titre perso, il y a quelques années, je leur aurais dit oubliez mon numéro de téléphone, ne m'appelez plus jamais, quoi. L'agent, c'est le paratonnerre. C'est le paratonnerre du joueur et de faire en sorte que le joueur ait ce qu'il désire. Voilà, c'est notre mission première. Après, si on doit tout mettre sur le dos de l'agent et que l'agent doit passer pour le cancer du football, j'ai envie de dire tant mieux. C'est pas un problème. Le travail il a été fait. Les personnes qui ont été représentées sont contentes et c'est le principal. C'est l'âge qui fait, je pense, prendre un peu de recul et l'expérience qui fait qu'on comprend que pour durer, pour que ça se passe bien pour tout le monde, il faut qu'effectivement tout le monde s'y retrouve. Il y a une belle anecdote là qui ne me concerne pas directement, mais j'étais le témoin, quoi. Donc j'avais signé à Livourne, Livorno Calcio, et là-bas, c'était plus Migliaccio, mon agent, c'était Oscar Damiani, puisqu'il était italien, il était par là-bas. Et puis on était dans la voiture, on allait direction Forte dei Marmi, on allait dîner juste après ma signature. Et puis c'était l'époque où Lyon voulait Fabio Grosso. Et donc on est dans la voiture et il a Bernard Lacombe au téléphone. Puis, en fait, il n'était pas l'agent de Fabio Grosso, il était un intermédiaire qui allait faire la transaction, évidemment. Et je le vois, il était au téléphone. Oui, mais Fabio, c'est un joueur extraordinaire qui joue à gauche, etc. Puis, il sort tous les arguments pour vendre Fabio Grosso à Lyon. Et puis, quand il raccroche, il me regarde, il me dit, Fabio Grosso, il n'avance plus. Même sa mère, elle ne sait même pas qu'il joue à l'Inter Milan. Et Lyon, ils vont l'acheter, ils vont le payer 3 ans à je ne sais plus combien de millions et il l'éclate de rire. Et voilà, je trouvais ça incroyable parce qu'il faisait son métier de vendre un joueur qui n'était pas le sien. Et en même temps, il était conscient que ce n'était pas un joueur extraordinaire. Donc voilà, ça, c'était une anecdote assez marrante qui ne me concerne pas. Finalement, il a joué à Lyon, je crois, puis il a été très bon. Avec un redoutable sens des affaires et un culot monstre, Marc Roger a été à la fin des années 90 l'un des plus grands agents de sa génération. Aujourd'hui, il a tout perdu, son pouvoir et sa fortune, bâtie quand il accompagnait avec son associé Jean-François Larios la carrière de Nicolas Anelka, Thierry Henry ou encore Patrick Vieira. Son plus beau coup, en 2000, il convainc le nouveau président du Real Madrid, Florentino Pérez, d'engager Claude Makelele, alors au Celta Vigo. Une affaire pourtant mal embarquée. Florentino Pérez, à un moment donné, laisse tomber, il dit non, j'arrête, je ne veux plus faire ce transfert, j'en peux plus du président du Celta Vigo. Et donc, il faut que je monte pour annoncer à Claude que Real Madrid, on rentre à Vigo, que c'est terminé. Et là, j'ai l'idée d'appeler Paolo Futre,
parce que c'est lui qui est intervenu sur la signature de Luis Figo, donc de Barcelone à Madrid, enfin, tout le monde le sait. Et je dis, Paolo, est-ce que tu peux demander, parce que Paolo Foutré est un ami, est-ce que tu peux demander à Luis Figo ce qu'il pense de Claude Makélélé? Il appelle Luis Figo lui dit, c'est le meilleur milieu de terrain défensif d'Espagne. Voilà. Ah bon, mais ton président, il vient de signer le milieu brésilien de la Corogne. Et Luis Figo, il dit non, moi je viens d'arriver, j'ai permis au président de gagner les élections, d'être élu, donc il a un impact important. Il appelle le président du Real Madrid, il dit président, je viens d'apprendre, vous avez signé le milieu de terrain brésilien de la Corogne, mais c'est Makélélé qu'il faut signer. Et Florentino Pérez me rappelle, mais comme il m'avait appelé 2 heures avant pour me dire de rentrer à Vigo, ben je lui fais croire qu'on est pratiquement à l'aéroport sur le départ, quoi, voilà. Et là, il nous supplie de ne pas prendre l'avion, de revenir donc à l'hôtel, au Ritz Hotel. Il a fallu partager la commission, quand même. Oui, on a partagé la commission, mais ça, c'était pas le plus important. Je veux dire, le plus important, c'était que Claude signe au Real Madrid et que, je veux dire, il revienne en équipe de France. Et Luis Figo, il a fait ça gratuitement, à ton avis? Oui, on lui a fait un petit cadeau avec une copine, quoi, voilà. Il a passé la soirée avec une copine, voilà. Non, mais il a fait gratuitement. En 2003, Marc Roger arrête le métier d'agent pour acheter le Servette Genève. Une mauvaise idée. En 2005, le club suisse fait faillite et Roger est accusé de gestion déloyale. Il passera 23 mois derrière les barreaux pour n'être finalement condamné qu'à 2 ans de prison avec sursis. Il tente alors de se relever, mais l'homme de pouvoir et de réseau se retrouve seul. Du soutien, non, j'en ai pas eu beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un milieu, comme le dit Arsène Wenger, très ingrat. Voilà. Comme j'ai dit à certains joueurs, j'ai fait plus que vos parents pour vous, les gars. Ne l'oubliez pas. Parce que j'ai dépassé le métier d'agent. J'ai signé un contrat avec vous pour être votre agent. Pas pour faire tout ce que j'ai fait pour vous. Voilà. Et bon, vous l'avez oublié, quoi. Qu'est-ce que tu as fait pour eux, par exemple? J'ai forcé des transferts, j'ai organisé beaucoup de choses, de soirées, je sais pas, moi, la vie, quoi. Mais j'ai fait beaucoup plus, quoi. Des fois, je suis intervenu dans les problèmes familiaux qu'ils avaient pour... je veux dire, j'ai fait un petit peu le psychologue, j'ai fait des fois, j'ai eu l'impression de faire la nounou, quoi. Et j'ai mis en garde beaucoup de joueurs qui se mariaient trop rapidement, des épouses qui étaient capables de se taper la tête contre un miroir et d'avoir appelé la police 5 minutes avant, quoi. Voilà. C'est le milieu, si vous voulez, mais comme dans les milieux où il y a beaucoup d'argent, il y a des gens qui sont autour comme des rapaces. J'ai vu des joueurs mettre des femmes enceintes. Finalement, il y avait un avortement après. Mais entre-temps, il y avait une négociation d'avocat à avocat. Et combien de fois j'ai dit à des joueurs, mais je sais pas, attends, c'est une fille que tu as rencontrée pour un soir, elle te plaît, les mignonnes, ok, mais protège-toi. Oui, mais Marc, comment tu veux que je me protège quand je dors et qu'à 6 h du matin, elle me saute dessus? Le temps que je réalise, je ne me suis pas protégé. Il y a des professionnels, hein. Et il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se sont fait piéger. Le lendemain de ces confidences, nous retrouvons Marc Roger, passé nous saluer avant notre départ. Il accepte de nous raconter une dernière péripétie sur ses folles années d'agent. Un cambriolage de sa propre initiative pour tirer d'une situation délicate un ancien client prestigieux qui vient de le quitter pour un nouvel agent. Nous sommes en septembre 2000. Ça concerne Thierry Henry. Il avait signé des documents, des procurations, ouvert des comptes, créé des sociétés, donc avec un financier de Monaco. À l'époque, ces gens-là, effectivement, lui mettaient une certaine pression. C'était quand même un dossier important qui mettait en jeu des sommes considérables. Et c'est pour ça qu'il avait la volonté de récupérer ces dossiers, mais il ne savait pas comment faire, quoi. Les gens, effectivement, le faisaient chanter, il lui avait mis une forme de pression. Donc je me suis rendu à Monaco, j'ai fait rendez-vous avec ce financier-là,
Et j'ai profité un petit peu de sa distraction pour laisser une des baies vitrées ouverte. Et la nuit tombant, vers 21h, je suis allé récupérer donc le dossier, un dossier suspendu donc dans un tiroir effectivement que j'ai forcé. Voilà, donc je lui ai ramené tout ce dossier. Il y avait beaucoup de témoins. Ils étaient surpris, je ne lui demandais rien en contrepartie, mais bon, à l'époque, j'étais plus riche que lui, donc je ne lui ai rien demandé. Voilà, donc c'est pas un cambriolage, mais bon, ça y ressemble, mais c'était pour l'aider. Je pense qu'il a gagné plusieurs millions d'euros du fait que je lui ramène tout ce dossier donc, et que les financiers n'aient plus rien, quoi. C'est sans doute parce qu'il n'a plus rien à perdre que Marc Roger se livre autant sur un milieu qui semble parfois vivre dans une bulle où plus rien ne paraît choquant. Pour ceux qui sont encore dans le jeu, c'est plutôt le royaume du silence. Au cours de notre enquête, de nombreux représentants de joueurs, notamment de la jeune génération, ont refusé de nous parler face caméra. Par souci de discrétion parfois. Mais quelques-uns, pourtant connus de tous, exercent aussi le métier d'agent de manière illégale. D'autres redoutent les contrôles fiscaux. L'un d'entre eux nous a même confié qu'il préférait éviter d'attirer les regards après avoir subi des tentatives d'extorsion de fonds. Un jour, j'ai discuté pour un joueur qui voulait partir en Angleterre et je me suis retrouvé au golf d'Arras, dont j'étais le propriétaire, avec deux agents qui étaient... tu vois, j'ai vu la photo de Teddy Riner, ça ressemble un peu, quoi, en moins bien quand même, mais deux mecs énormes et qui m'ont dit bon, président, c'est combien le transfert? Je leur donne la somme et ils me disent c'est juste impossible, ça va être zéro. Vous avez compris que ça va être zéro. Et là, j'ai senti que ça allait mal tourner, quoi. Donc j'étais dans la cuisine de mon resto à l'époque et j'avais un gars qui était cuisinier, qui était une bestiace et qui devait faire 150 kilos pour 1m95. Et j'ai dit, écoute, laisse tomber ton boulot, viens un peu, tu vas assister à une discussion de football. Donc il est venu, je dis, excusez-moi, mais j'ai ramené quelqu'un avec moi, on va continuer la discussion. Et c'est marrant, le ton a changé, donc on s'est mis d'accord, quoi. Mais je t'avouerai franchement que pendant les premiers quarts d'heure de discussion, je me suis dit, ça va mal finir, mais j'étais prêt. C'est un sujet un peu touchy quand même. Hein. Oui, non, mais il se passe des choses qui sont pas brillantes. Hein. C'est vrai. Il faut faire attention. Oh, j'ai déjà eu des menaces aussi, mais... Aussi? Ouais. T'as déjà été menacé? Ah oui, ça m'est arrivé. Comment on réagit? Ben, on répond. Voilà, on ne se laisse pas intimider. On se défend, on montre les dents et on arrête. Maintenant, ce n'était pas des grandes menaces. Voilà, sauf une fois. J'ai eu de la chance sur une fois. Voilà. Tu peux raconter ou... Non, je ne peux pas raconter. Mais j'ai eu de la chance et d'ailleurs, le joueur, lui, sait. Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps et il était désolé que ses frères aient fait ça. Voilà. Mais j'ai eu de la chance ce jour-là. Le monde du sport, il est investi pas seulement par des professionnels du droit ou des agents licenciés. Aujourd'hui, il est investi par toutes sortes de personnes. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu assez facile, moins risqué, de faire une activité d'apporteur dans un domaine comme le football que d'aller, je ne sais pas, faire un braquage. Et donc aujourd'hui, on a un milieu qui devient de plus en plus fréquenté. Et pas de manière très saine. Tu fais attention à tes mots? Toujours. Il faut bien comprendre que c'est un milieu où ça brasse maintenant beaucoup d'argent. Et donc que forcément, ça fait des envieux. Et il y a des gens pas forcément bien intentionnés qui se sont aperçus que ça brassait beaucoup d'argent. Donc ils se sont dit, mais attends, trafic de stupéfiants, c'est bien, mais bon, si on prend 50 placards, c'est moins bien. Et donc, le football, c'est moins risqué. Donc, on va voir comment nous, on peut s'enquiller là-dedans, et puis voir si on peut faire un peu de business, quoi. Une dérive qui touche également le football amateur. Il y a quelques mois,
un jeune joueur de National 3 qui rêvait de faire carrière en a été la victime. Un faux agent au casier judiciaire chargé lui réclamait de l'argent contre la promesse de lui trouver un club. Une escroquerie de plusieurs milliers d'euros qui s'est terminée devant la justice. Le faux agent a été condamné à de la prison ferme. Pour la famille du joueur, la blessure demeure. Ça vous a pas écœuré du milieu, du coup? Ou votre fils? Il a totalement arrêté le côté foot, quoi. Pas foot, il joue en National 3, c'est tout. Oui. Il est parti, maintenant il travaille. Il a arrêté sur le côté business. Ah oui, d'accord. Mais parce qu'il a été écœuré par l'affaire ou parce que c'est une question de niveau? Bah déjà, quand vous êtes pendant un an baladé à droite à gauche en vous disant qu'on va vous envoyer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, pendant ce temps-là, vous n'avez pas le droit de vous entraîner, vous ne pouvez pas vous entraîner, vous n'avez pas de club. Quand vous arrivez dans un club, ça fait un an que vous n'avez pas joué, je peux vous assurer qu'ils vous regardent. Ah oui, parce que l'agent, enfin le faux agent, il disait ne signez nulle part parce que je vais vous amener. Vous risquez de partir sous 48 heures, vous pouvez partir. Et voilà, à n'importe quel pays en Europe. Mais avec du recul, c'était débile, mais voilà, lui il pensait que ça se faisait comme ça. Et bon, ça peut se faire comme ça avec certains agents corrects, quoi. Il faut partir rapidement. Mais lui, non, c'était explorer de l'argent, et puis voilà. Bon, c'était un moment de notre vie. Ouais. Mais c'est douloureux, quoi. Bah, se faire avoir, oui, c'est toujours douloureux. Pour se protéger et éviter ce genre de mésaventure, bien souvent aussi pour encaisser les commissions, de plus en plus de joueurs sont désormais conseillés par un membre de leur famille. Les parents de Kylian Mbappé, la mère d'Adrien Rabiot, le frère de Houssem Aouar, la sœur d'Antoine Griezmann gèrent la carrière de leurs proches. Pour certains, cela fonctionne, mais c'est un choix risqué. C'est un problème majeur parce que tous les membres de la famille ont un affect qui est 10 fois plus grand pour leur enfant ou pour leur frère, et ils n'ont pas la compétence. La majeure partie du temps, ils n'ont pas la compétence. Donc, ils mettent en péril la carrière du jeune. Étant donné les enjeux économiques en cause, je peux les comprendre. Mais très souvent, ils font rater la carrière à leurs membres de la famille. Représenter un joueur de façon sereine, sans avoir d'interférence extérieure, c'est difficile. Il y a encore 2-3 ans, je pensais véritablement que on peut faire ce métier-là de façon positive, honnête et en ayant de la réussite, en utilisant toutes les bonnes pratiques. Aujourd'hui, j'en suis moins sûr. De plus en plus souvent, les membres de la famille interviennent pour avoir leur part du gâteau. Parfois, ils réclament même de l'argent sans exercer la moindre fonction. Il y a quelques années, un champion du monde 2018 avait ainsi demandé à son agent qu'il verse 1 million d'euros à son père. L'agent a refusé, le joueur a changé d'agent. Des demandes extravagantes, mais de plus en plus courantes. Pour travailler avec un autre champion du monde français, il fallait ainsi reverser une partie des commissions de transfert à sa sœur. T'as déjà eu, toi, un père de famille qui te demande de l'argent pour... Il y en a qui ont demandé. Il faut savoir dire non. Voilà. On a perdu des très gros joueurs et un très grand phénoménal qui arrive à cause de ça, là. Voilà, parce qu'on dit non. Payer un ticket d'entrée pour devenir le conseiller d'un joueur, c'est la dernière tendance du marché. Selon nos informations, le père d'un jeune international français qui s'est séparé récemment de son agent réclamait 2 à 3 millions d'euros à ceux qui souhaitaient travailler avec son fils. Un prix rédhibitoire pour l'immense majorité des agents, pas pour certains grands groupes étrangers, coutumiers de cette pratique. Généralement, c'est une situation qui se produit
dans la mesure où on a une projection avec peut-être certaines agences, grosses agences étrangères aujourd'hui, qui ont un fonctionnement, on va dire, qui n'a rien à envier aux fonds d'investissement et qui vont investir des sommes considérables, 1, 2, 3 millions d'euros pour accompagner un sportif, avec la perspective d'effectuer un transfert dans les 12, 18, 24 mois qui pourrait générer une commission à hauteur de 10, 15 millions d'euros. Et généralement, on est sur peut-être un triplement de cette somme d'argent qui a été investie au départ. C'est abominable. Alors, c'est l'histoire de notre monde, il y a de plus en plus d'argent, les frontières s'ouvrent, la mondialisation a permis à toutes les fortunes de se faire. Donc effectivement, ils viennent acheter. Et donc le joueur ne s'appartient plus. Ses choix ne vont plus lui appartenir. Il croit qu'ils vont lui appartenir, mais quand on appartient à des groupes comme ça, on perd une capacité de choix dans sa vie et d'autonomie. Pour moi, c'est amoral total. On n'a pas le droit de vendre son enfant, mais dans le football, on a le droit de vendre des hommes et on a le droit d'acheter les parents. Donc on vit avec cette amoralité en permanence. Il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel peuvent vivre beaucoup de familles dont sont issus les bons jeunes joueurs. Et donc on comprend qu'effectivement, quand il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose de l'argent et une quantité d'argent relativement importante, bah, il soit à l'écoute, c'est naturel. Hein, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut comprendre aisément. Personne ne conteste le rôle central des familles dans l'accompagnement des joueurs. Mais un frère, un père, une mère, possèdent-ils la compétence pour devenir agent? Les exemples désastreux ne manquent pas, mais certains y parviennent, dans une harmonie apparente. Après 3 saisons à l'Olympique lyonnais, Bertrand Traoré a rejoint Aston Villa l'été dernier. Un transfert à 18 millions d'euros, négocié par son grand frère, David, devenu son agent il y a 10 ans. Informaticien au Burkina Faso, David a dû tout quitter pour accompagner à Londres son cadet, recruté par Chelsea à l'âge de 15 ans pour intégrer son centre de formation. Moi, je n'étais pas dans le contrat. Moi, j'étais là pour accompagner mon frère, pour être sûr qu'il va y arriver. Voilà. Donc oui, c'est un sacrifice, c'est un grand saut dans l'inconnu, mais en même temps, c'est beaucoup d'espoir. Parce que d'où nous venons, écoutez, nous sommes... Il y a un adage qui dit chez nous que Cabri mort n'a pas peur de couteau. Nous sommes le 6 avril 2011. Bertrand, David et leur mère découvrent Stamford Bridge, le stade de Chelsea. Mais c'est David, alors âgé de 25 ans, qui va rester en Angleterre pour veiller sur son frère. Il y a une relation filiale, presque paternelle entre mon frère et moi, Bertrand et moi. Et ça, c'est parce que très tôt, on a perdu notre papa. Et Bertrand était bébé, moi j'étais très petit, j'avais 12 ans. Et c'était chaud. Donc on était avec la maman, et 4 orphelins, avec une mère qui est vendeuse de légumes au marché, c'est chaud. Du coup, très tôt, on était obligés de se souder. Et c'est comme ça. Et même quand j'arrive à Londres pour l'assister, en 2010-2011, c'est comme ça. C'est être le papa, être le grand frère, être le cuisinier et tout. Et en même temps faire des petits boulots pendant que lui part à l'entraînement. Donc c'était chaud. Hein? Le sacrifice ne sera pas inutile. Le 31 octobre 2013, Bertrand Traoré signe son premier contrat professionnel à Chelsea. Le début de la grande aventure dans le monde du foot business pour le jeune attaquant et son frère, qui se forment au métier d'agent, supervise et négocie tous les engagements de Bertrand, tout en menant des études universitaires dans le domaine de l'informatique. Nous sommes le 17 décembre dernier. Ce soir, Aston Villa affronte Burnley. David a pris la route pour rejoindre le domicile de Bertrand, 115 km entre Milton Keynes et Birmingham.
Avant de regarder le match devant la télévision, crise sanitaire oblige, David explique le choix des Traoré de travailler en famille. Le plus important pour moi, c'est la sécurité de mon petit frère. C'était de m'assurer que son avenir ne sera pas pris entre griffes dans l'étau des intérêts inavoués d'une personne donnée. Il y a certaines familles qui se déchirent à cause de l'argent. L'appât du gain est énorme dans le monde du football. Et il y a des familles, effectivement, de joueurs de football qui sont déchirés. Je suis désolé pour ces familles, je suis désolé pour ces joueurs. Tu résistes, toi, à l'appât du gain quand il s'agit de négocier une commission? Ça, c'est une très belle question. Non, je dirais plutôt que je fais de mon mieux. Je fais au maximum, je me bats le mieux possible pour que mon frère gagne le plus possible. C'est ça. Ma fierté, c'est que je sente que mon frère, il est content d'avoir eu ce qu'il a eu. Voilà, à travers mon travail. Donc, je discute toujours pour mon frère. Une fois que mon frère est satisfait, moi, je prends ce qu'on me donne. Tu négocies pas? Non, non. Je ne cherche pas de l'argent sur le dos de mon frère. Je cherche à assurer l'avenir de mon frère. Et s'il va bien, moi, je vais bien. Vous aviez peur aussi qu'il tombe entre des gens malhonnêtes? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un vienne s'occuper des angoisses me concernant mon frère. J'aimerais bien. Mais il faudrait que la personne me montre patte blanche. Et c'est là tout le dilemme. Souvent, il y a des agents qui réfléchissent par deux fois pour prendre cause et effet pour le joueur. Imaginez un agent qui a 5 joueurs dans un même club ou qui a 4 joueurs dans un même club. Il ne va pas, à cause des sentiments ou de la mauvaise humeur d'un seul joueur, mettre en péril les 4 autres. Voilà. Parce que moi, j'ai rien à perdre. Je m'occupe de mon frère et ça me suffit. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a un mais. Voilà, il faut être compétent, il faut bien investir, il faut faire très attention aux documents qu'on signe. Il faut s'entourer des gens compétents parce que vous ne pouvez pas être agent et dire que vous êtes compétent en tout. Non, vous ne pouvez pas être à la fois fiscaliste, à la fois spécialiste du droit, à la fois gestionnaire du patrimoine. Non, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Mais je ne conseille pas à tous les joueurs de signer leur frère ou leur maman ou leur papa ou leur oncle comme étant leur agent. Parce que le loup peut se trouver dans la bergerie. Est-ce que tu prends du plaisir en exerçant ce métier? Je prends du plaisir quand mon frère il marque un but. Quatre heures plus tard, Bertrand Traoré est de retour chez lui. Comme après chaque match, il va analyser sa prestation avec son frère. Mon grand frère suivi presque tous mes matchs depuis 2009 jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, voilà, on discute du match à la fin. Je n'ai pas besoin d'un grand agent ou d'un super agent. Je pense que le joueur se vend tout seul. C'est à moi de faire le boulot sur le terrain. Si je fais bien les choses, mon grand frère, il pourra gérer n'importe quelle situation avec son intelligence. Et voilà, maintenant, il a beaucoup d'expérience ici. Moi, je pense plus à la relation familiale qu'au business. Je pense que je n'ai pas besoin de faire du business avec mon grand frère. C'est la famille. Voilà, on a perdu notre papa quand moi j'étais encore bébé. Et voilà, même si la maman a joué les 2 rôles à la fois, après, c'était à lui de prendre le flambeau du chef de famille. Et je pense qu'il a bien joué son rôle. Un pote, Steph Sanson, qui jouait à l'époque au Havre, qui était un futur grand joueur, hein, c'est vraiment un très très bon joueur. Et il avait décidé de prendre Milan Kalazan, qui était un agent assez réputé, qui avait Christian Karembeu comme joueur de l'équipe de France, et puis qui avait aussi beaucoup de joueurs yougoslaves et des joueurs de basket aussi importants. Donc c'était un mec qui avait du lourd, quoi. Et puis Steph Sanson, qui était un jeune débutant, qui n'était même pas titulaire
au Havre, un jour l'appelle et il lui dit « Salut Milan, c'est Steph ». Et l'autre, tu dis « Mais c'est qui Steph ?»« Steph Sanson ». « Mais Steph Sanson, c'est qui Steph Sanson ?» Et il avait tellement de joueurs, tellement de grands joueurs, que Steph Sanson, il était un peu passé à la trappe. Donc voilà, donc après on s'était un peu moqué de Steph. Et surtout, on lui avait dit « Mais en fait, il faut que tu changes d'agent, mec, c'est peut-être pas pour toi ». Oublier le nom d'un footballeur dont elle s'occupe, cela ne risque pas de lui arriver. À bientôt 40 ans, Raquel Rosa ne s'occupe actuellement que de 2 joueurs, dont l'international français du RB Leipzig, Dayo Upamecano. Brésilienne de naissance et allemande d'adoption, elle travaille pour Sports Total, une grande agence allemande, et commence à se faire une place dans un monde très masculin. Est-ce que c'est important si la personne a les cheveux noirs ou blondes? Si la personne est grande ou petite? Si un bras ou 2 bras? C'est pas important. La même chose pour les directeurs. Si je allais dans une réunion, ils voudraient savoir si j'ai des bons joueurs, si j'ai des talents ou pas. Si moi je connais les métiers, si je peux négocier, si je connais les foot. Pas si je suis grande ou petite, si je suis blond, les cheveux noirs, si je suis une femme ou un homme. Moi, je crois dans un autre niveau, c'est le travail. Travail, le mot revient sans cesse dans la bouche de Raquel Rosa, qui a suivi 2 voies dans ses études, l'économie et le football. Le travail, c'est aussi ce qui lui a permis de surmonter un handicap. Partiellement sourde depuis la naissance, elle parle aujourd'hui 6 langues. C'est une fierté et aussi la capacité de prendre son point faible. Je suis handicapée, ce n'est pas mon souhait, je suis née comme ça, je crois. Mais de prendre son point faible pour faire un point fort. Et ça que je dis pour mes joueurs aussi. C'est un long chemin. Tu peux le faire. Donc, Dayo, il est bégayé. C'est aussi le problème avec la prononciation. Et moi, j'étais sourde. Mais moi, je me débrouillais. Et j'ai parlé 6 langues. Il est bégayé et lui, il est défenseur central. Il faut qu'il mette son voix. Et ça, c'est... Comme je peux dire, c'est relaxant, c'est bien de savoir que, d'accord, j'ai un handicap, mais je sais que je peux réussir. C'est le travail, je peux le faire. Ça, c'est la fierté, mais aussi la tranquillité. Avec Dayo Upamecano, Raquel Rosa gère la carrière d'un des défenseurs les plus cotés du marché. Sa valeur estimée, environ 60 millions d'euros. Bientôt, sans doute, elle négociera le transfert de son protégé dans un très grand club européen, avec, dit-elle, un principe de base, la transparence totale avec son joueur et sa famille. Les agents doivent savoir que l'impact c'est très fort par rapport à la vie de les joueurs, pas juste la carrière, la vie de la famille. Je crois que si les agents prennent conscience à ça, ça va aider aussi. Et aussi pour les parents ou les joueurs de savoir que c'est son droit de connaître bien son contrat, de savoir bien sa clause, pourquoi pas. Si on ne peut pas lui expliquer, c'est déjà que... Il faut peut-être voir quelque chose d'autre. La famille pense oh, c'est très difficile de comprendre les contrats. C'est pas difficile. C'est difficile de négocier un bon contrat. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça, c'est clair. Mais de comprendre un contrat et faire comprendre un contrat, c'est facile. On n'a rien caché. C'est transparent. C'est peut-être ce discours qui a convaincu Dayo Upamecano de confier ses intérêts à la jeune femme il y a 2 ans, alors qu'il sortait d'une relation difficile avec son précédent conseiller. Tous les joueurs, ils ont eu des mauvaises expériences. Ils ont eu des mauvais agents où
etc. Après, moi, voilà, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui parce que je parle du présent parce que aujourd'hui, je suis très content d'avoir prouvé la bonne personne. Personnellement, pour moi, c'est plus qu'un agent. Pourquoi? Parce que quand je vous dis que elle est là dans les mauvais moments et dans les bons moments, c'est que demain, on ne sait jamais. Si j'ai un problème, c'est elle que je vais appeler. Après les matchs, on s'appelle et elle me dit ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai pas fait de bien, et c'est très important. Je sais que ensemble, on va tout arracher parce que elle fait du bon travail et elle fait le travail en dehors du terrain et moi, je fais le travail sur le terrain. Donc, on peut que avancer. La relation entre les joueurs et leur agent dépasse bien souvent le cadre professionnel et se révèle déterminante dans l'épanouissement de chacun. Je ne vis pas quelque chose au travers du joueur. Je suis là au service du joueur. Et effectivement, en retour, je vais avoir des émotions. Qu'est-ce que tu ressens quand Olivier Giroud gagne la Coupe du Monde 2018? Surtout avec un parcours aussi tortueux, on va dire. C'est le bonheur absolu. Accompagner des joueurs de foot, accompagner un attaquant titulaire de l'équipe de France qui va gagner la Coupe du Monde, c'est un cadeau royal qu'il m'a fait. C'est un privilège exceptionnel. Donc je suis d'abord très heureux pour lui et sa famille, et après je me retourne sur moi et je me dis mais c'est fantastique. C'est une émotion colossale. Parce que quand un joueur est bon, on vit des choses magnifiques, c'est magnifique. Quand il souffre, on souffre. T'as déjà eu un joueur qui t'a appelé pour dire putain, le frigidaire est en panne? Ah mais pire que ça. Tous les problèmes de la vie qu'un joueur peut avoir et qu'il n'ose pas dire à ses parents, il va nous appeler. Et en 23 ans, j'ai eu des histoires abracadabrantes qui sont arrivées, des histoires terribles, des histoires magnifiques. Mais effectivement, ils peuvent nous appeler pour tout et pour rien. Chaque joueur, comme tous les grands destins des grands hommes, il y a des moments tragiques dans une carrière, dans une vie. Et on ne peut pas les abandonner. Est-ce que tu as eu un cas où tu as dû gérer une situation vraiment d'urgence avec un joueur? Il y a différents types d'urgences, mais il y a des urgences extrêmes. Certains joueurs ont parlé de dépression dans le foot, post-carrière. Il y a aussi des dépressions pendant la carrière, avec des joueurs qui veulent se suicider ou qui ont l'intention. Effectivement, ça m'est arrivé à 3 reprises, juste avant de passer à l'acte, qu'un joueur ou la compagne d'un joueur m'appelle et me dise il faut que tu lui parles parce que... ou que le joueur me dise Mika, je vais sauter. Une fois, je descends d'un avion, la porte se s'ouvre, j'ai les marches et le téléphone sonne. Voilà. Si je suis dans l'avion 1 minute avant l'appel, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que mes mots n'ont servi à rien, peut-être qu'il ne serait pas passé à l'acte. Mais en tout cas, voilà. Il m'a appelé et ce jour-là, j'étais content. Voilà. J'étais content de pouvoir l'aider. Le métier d'agent est complexe, accaparant et très peu de personnes en vivent confortablement. Il possède aussi ses vertus, mais cet aspect-là n'est jamais mis en avant. Est-ce que tu en as un peu marre parfois qu'on vous critique sans cesse? J'ai envie de dire, la mauvaise réputation, on s'habitue. Parce que bon, ça fait quand même longtemps. Ce qui est dérangeant, c'est effectivement que par certaines mauvaises pratiques, ça en vienne à donner une mauvaise réputation. Mais souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, et notamment par les médias, entre... je veux dire, quand on parle des agents, on met beaucoup de choses dans le même sac, quoi. C'est toujours un peu fatigant, mais quand on devient agent, on sait très bien qu'il faut tirer sur une ambulance à chaque fois, et on est l'ambulance du foot, c'est tout. Quand j'étais en droit, j'étais passionné de publicité. Et il y avait ces gars-là qui avaient fait un bouquin, je crois qu'ils disaient « Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle pense que je suis pianiste dans un bordel ». Pour autant, il n'est pas évident de toujours rester irréprochable. Forcément, qu'on le veuille ou non, par moment, on aura tous franchi un peu la ligne. Comme monsieur tout le monde dans la rue, tous les jours on franchit la ligne. Après, ça peut être un accident, ça peut être une exception, mais il faut faire attention de garder une déontologie. Tu es toujours à la limite, bien entendu. Je veux dire, dans les affaires, quelle profession peut se targuer d'être toujours parfaitement dans les clous et respectueuse à la lettre de la réglementation? On essaye de l'être, on se donne les moyens.
Mais l'argent, le goût pour ce jeu ou l'attrait des paillettes suscitent inévitablement des vocations. Et certaines pratiques interpellent, même lorsqu'elles respectent la loi. Selon nos informations, quand Christophe Galtier a quitté son agent précédent pour rejoindre l'écurie de David Vanditelli, il lui a demandé d'embaucher son beau-fils, John Vlahovic. Tom Calvé, agent licencié très discret, est également le gendre de Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Il a notamment participé à l'arrivée dans le club forésien de Yvan Neyou à l'été 2020. Une bonne pioche et rien d'illégal, mais sa présence dans l'environnement du club fait beaucoup jaser. À Nantes, Moji Bayat est devenu incontournable et participe clairement à la politique sportive. Alors, quand l'agent franco-iranien, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, attire dans son portefeuille un jeune joueur du club, le mélange des genres invite inévitablement à la suspicion. Dans le milieu du football, tout semble devenu possible. Il y a 6 ans, Bachir Néhar a intégré le staff de l'équipe de France. Il est l'intendant des Bleus et l'un des hommes de confiance de Didier Deschamps. Depuis 2004, il occupait la même fonction à l'AS Monaco. Mais l'été dernier, il a quitté le club de la Principauté pour rejoindre la structure d'agents de Vadim Vassiliev, l'ancien vice-président de l'ASM. Bachir Néhar a connu le sélectionneur quand ce dernier entraînait encore sur la Côte d'Azur, il y a plus de 15 ans. Il est proche de plusieurs internationaux, dont Kylian Mbappé ou Wissam Ben Yedder. Sa double casquette interpelle et crispe certains membres du staff élargi de l'équipe de France, qui le soupçonnent de pouvoir jouer, à terme, les rabatteurs pour Vassiliev. Une situation qui choque également certains agents. Si l'intendant de l'équipe de France décide de changer de travail, ça ne pose pas de problème. C'est s'il reste intendant de l'équipe de France. Là, j'ai un gros problème. Donc ça c'est incompatible. C'est un conflit d'intérêts majeur. Et pourtant, ça existe et c'est la Fédération française de football. Non, mais bon, ça ne va pas exister longtemps. Tu penses? Ah ben, je sais pas, je pense. J'en suis sûr. Je veux dire, c'est pas possible, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable aujourd'hui d'un point de vue de l'éthique. Moi, j'ai absolument rien contre l'intendant. Bon, on le connaît tous, Bachir, je veux dire. Et c'est pas le propos. Je veux dire, c'est juste qu'il y a un moment où il faut dire, oh, ça c'est possible, et puis ça c'est pas possible. Et donc, être conjointement collaborateur d'un agent et intendant de l'équipe de France, c'est pas possible. Et je vous mets une pièce que ça sera plus le cas en 2021. À l'heure qu'il est, pourtant, Bachir Néhar travaille toujours pour Vadim Vassiliev au sein de la société VV Consulting. Un statu quo qui va se prolonger alors que l'équipe de France se réunira à nouveau fin mars pour le début des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Monsieur Bachir Néhar n'occupe pas de fonction d'agent, mais une fonction d'intendant au sein de la société VV Consulting, nous a fait savoir la Fédération française. Le contrat FFF de Monsieur Néhar stipule de plus des obligations contractuelles strictes et des règles de conduite éthique auxquelles la FFF veille. Monsieur Bachir Néhar exerce sans aucune ambiguïté sa mission. Il a toujours joué un rôle positif au sein de l'équipe de France. Cette situation demeure équivoque. Elle est un exemple parmi tant d'autres des libertés prises par le monde du football. Un petit monde où tout s'arrange entre amis, où les ennemis de la veille deviennent des alliés dès qu'il s'agit d'intérêts financiers à préserver. Après avoir dérégulé le métier d'agent en 2015, la FIFA a annoncé son désir de le contrôler à nouveau. Si la crise sanitaire pourrait faire éclater la bulle financière dans laquelle vit ce sport, personne ne croit vraiment en la réelle volonté de la Fédération internationale d'imposer à tous un cadre contraignant. Comment dès lors éviter des dérives qui concernent autant les agents que les dirigeants et les joueurs? Le monde du football en a-t-il seulement envie? Il y a de quoi en douter.
Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. On s'est plongé dans le monde des agents depuis quelques semaines et franchement, ça fait pas trop rêver. Vous comprenez qu'on puisse avoir ce sentiment ? Ah oui, tout à fait, oui. C'est... Moi qui suis dans ce milieu-là depuis 20 ans, le milieu des agents est un milieu qui a complètement changé, évolué et malheureusement pas dans le bon sens. C'est un véritable foutoir. On pourrait dire qu'il y a 20 ans, vous n'étiez pas des anges non plus. Qu'est-ce que vous pourriez répondre si on vous disait c'est un discours de vieux con ? Oui, pourquoi pas, mais je préfère être un vieux con, vous savez. Des fois, c'est pas mauvais d'être un vieux con. Hein. C'est pas... Moi, ça me gêne pas. Je suis père de famille, j'ai des enfants aussi de cette génération, donc je les comprends. J'ai ma femme qui est enseignante. Je sais ce que la jeunesse, comment est la jeunesse aujourd'hui, qui a ses propres codes. Mais je trouve que la mentalité du milieu, à la fois des joueurs, à la fois des agents, des parents, des familles et tout, a énormément changé. Et je trouve que c'est dommage parce que ça donne une image qui est quand même pas très positive, à juste titre. Les joueurs sont de plus en plus volatiles, c'est-à-dire qu'ils changent d'agent très, très facilement. Est-ce que ça, ce serait une petite circonstance atténuante pour certains agents qui, du coup, ne pensent qu'à l'argent parce qu'ils se disent « je vais le perdre ». Vous savez, aux agents, il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'ils en ont, les agents. Parce que des fois, vous avez un joueur qui ne trouve pas de club, c'est pas parce que l'agent est mauvais. Et à l'inverse, si un joueur trouve un club, ce n'est pas parce que l'agent est bon. Mais ce qui est important pour l'agent, c'est de bien conseiller, de faire les bons contrats, de faire les bons choix. Et pour faire ça, il faut avoir de l'expérience. Vous savez, quand vous êtes agent à 25 ou 30 ans ou 32 ans, vous savez, on a tous eu cet âge-là, on ne connaît rien de la vie. Hein. Je ne vois pas comment vous pouvez être conseillé dans une carrière par des gens de 28 ou 30 ans. Est-ce qu'il est possible de faire ce métier sans faire de coups tordus ? Les coups tordus, d'abord savoir qu'est-ce que c'est un coup tordu. Si c'est un agent aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, les joueurs sont volatiles, ils changent d'agent. Bon, à un moment donné, au départ, ça peut surprendre, ça peut interpeller, mais il faut s'y habituer. Donc après, les coups tordus, ça peut être... Et là, c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan financier, sur les commissions qui peuvent être données à des gens qui n'ont pas le droit de les percevoir. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans les transferts qui sont faits, il y en a beaucoup qui sont faits dans l'illégalité. Beaucoup. Tout le monde le sait. Personne ne s'en occupe. Ni la FIFA, ni l'UEFA, ni la fédération. Tout le monde se passe le bébé. Mais alors l'illégalité, vous pensez à quoi ? Concrètement, des gens qui touchent des commissions qui n'ont pas le droit ? Le métier d'agent est encadré par une licence. Moi, quand j'ai commencé ma carrière d'agent, j'ai passé mon diplôme pour avoir ma licence. Là, aujourd'hui, vous avez les agents, et après, vous avez les faux agents, mais qui s'occupent quand même d'un joueur, et qui perçoivent une commission. Comment ils peuvent la percevoir ? J'en sais rien. Par qui ils la perçoivent ? J'en sais rien. Après, vous avez les avocats, qui protègent les faux agents, dont les avocats perçoivent, eux, les commissions, qui doivent rétrocéder aux faux agents. Et croyez-moi, un jour, le dossier des agents est un dossier qui va mal finir dans le football. Ça va mal finir. Voilà. Et ça veut dire quoi, ça va mal finir ? Vous pensez que ça va finir dans les... Ça va mal finir parce que l'argent rend fou. Un type va perdre, un pseudo-agent, un faux agent va perdre son joueur parce qu'un agent est venu le récupérer. Et ça peut dégénérer, ça peut mal tourner. Et vous verrez, je ne vous le dis pas après, moi, je vous le dis maintenant. Des agents m'ont dit qu'ils avaient déjà été menacés. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. Quand je vous dis que ça finira mal, ça fait partie du « ça finira mal ». Clairement, c'est des menaces pour faire de l'extorsion de fonds. Vous, ça vous est déjà arrivé ? Oui, j'avais eu une intimidation il y a quelques années sur des joueurs quand j'avais récupéré Franck Ribéry et Samir Nasri à Marseille. Bon, on avait essayé de m'intimider, mais ça n'a pas duré longtemps. Et voilà, parce que quand vous faites comprendre qu'il peut y avoir des intimidations mais que vous ne bougerez pas, ça se calme. Voyez. Par contre, je sais qu'il y a des agents qui ont été beaucoup plus faibles et qui ont eu des vrais problèmes là-dessus. On nous a aussi raconté, pour revenir sur la problématique de la famille, que récemment, le papa d'un jeune international réclamait, pour être clair, environ 3 millions d'euros à des agents qui voulaient s'occuper de son fils. Voilà. Oui, voilà. Est-ce que pareil, est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, clairement, où les familles réclament de l'argent si on veut avoir le mandat pour s'occuper de son fils ? Oui. Aujourd'hui, on ne choisit pas un agent en fonction de sa compétence, on choisit un agent en fonction de ce qu'il va vous redonner. C'est-à-dire que vous êtes assis autour d'une table, vous avez le joueur, la famille, la cousine, la tante, la belle-sœur, la femme de ménage, le gardien du stade, le gardien de la maison, celui qui fait le gazon. Et à un moment donné, il y en a un qui intervient et qui va vous dire « Bon, monsieur, vous voulez vous occuper de mon fils, il n'y a pas de problème, mais il va falloir nous donner 30 ou 40% de la commission. » Moi, je vais vous expliquer. Dans mon cas, ça m'est arrivé 2-3 fois, je ne l'ai jamais fait.
Et j'ai préféré perdre les joueurs. Quand on réfléchit bien à tout ça, on se dit qu'il y aurait une solution quand même. Je ne dis pas que c'est simple pour eux, mais ce serait que les dirigeants de clubs refusent de discuter avec des agents qui ne sont pas des agents. Je ne dis pas que c'est facile. Si tu es dirigeant de club, tu veux un joueur, le joueur te dit bah, c'est lui qui me représente. Ok, c'est pas simple. Mais, oui, mais si chaque fois qu'il y a un problème, on dit c'est pas simple. Les problèmes, je pense qu'aujourd'hui. Alors je vais plus clairement. Est-ce que les dirigeants de club sont les principaux responsables? Oui, ils font partie de la responsabilité de tout ça. Mais les principaux? Les principaux, non, peut-être pas les principaux. Moi, les principaux, ce sont ceux qui doivent faire le cadre. Et le cadre, ce sont les institutions qui doivent le faire. Alors c'est vrai, quand on veut un joueur, je me mets à la place d'un président de club, j'ai été dirigeant de club, quand on veut un joueur, ça devient compliqué. C'est un foutoir, c'est un foutoir. Pour certains membres de la nouvelle génération d'agents, vous et d'autres, ils considèrent que vous êtes critique parce que vous êtes dépassé un petit peu par la nouvelle génération de joueurs. Dans tous les métiers, à un moment donné, vous avez un conflit de génération et on est obligé de s'adapter. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. Mais vous savez, si demain j'ai un cancer en phase terminale, je vais essayer de prendre le plus grand cancérologue pour m'opérer. Je ne vais pas prendre ma fille qui a en 6e année de médecine et qui a jamais opéré un cancer. Est-ce que vous travaillez toujours, pour être clair? Parce que dans le milieu, on dit de plus en plus que votre carrière est plus derrière que devant et que vous avez de moins en moins de joueurs. Est-ce que vous travaillez toujours? Oui, bien sûr, je travaille plus qu'avant. Je travaille plus qu'avant, mais vous savez, moi, je n'ai pas besoin d'être dans les journaux, je n'ai pas besoin de faire des... Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des jeunes. Mais c'est vrai que je préférerais avoir 20 ans de moins, parce que j'aurai 20 ans de moins, mais d'un autre côté, je suis content de ne pas avoir 20 ans à faire en plus dans ce milieu. Parce que si ce milieu ne change pas, c'est vrai que les gens prendront de moins en moins de plaisir. Et c'est un métier peut-être qui un jour, sera sur la corde raide, qui sera supprimé, vous verrez. Parce qu'à force de jouer d'être sur la ligne jaune, à un moment donné, on la dépasse et les bons agents risquent de payer pour tous les mauvais. Est-ce que, finalement, il n'y a pas trop d'argent aujourd'hui, tout simplement? Oui, peut-être qu'on est tombé dans l'excès. Ouais, peut-être c'est excessif. Dans un monde aujourd'hui où quand même beaucoup de gens sont en difficulté, quand je vois que les clubs ont demandé des aides pendant le Covid, bon, moi je veux bien que le football soit aidé, mais je pense qu'il y a des secteurs dans la vie, dans la société, qui méritent d'être plus aidés que le football. Et peut-être qu'il faut aussi réguler à ce niveau-là, au niveau commission, au niveau salarial, qui est peut-être un cadre juridique mieux défini. Aujourd'hui, les présidents de clubs ne peuvent pas parler entre eux quand ils veulent un joueur. Quand un joueur part de Monaco, il va à Paris, les présidents de Paris et le président de Monaco peuvent se parler. Il n'y a pas besoin au milieu de payer des commissions extravagantes, je ne sais pas où, pour des gens qui vous facilitent le transfert. On peut dire que recevoir des leçons de la part de quelqu'un qui a eu des soucis dans le passé dans le monde du football, c'est un peu trop facile. Oui, ben, vous savez, dans la vie, vous savez, moi l'histoire que j'ai eue il y a 30 ans, je l'ai assumée, j'ai payé, j'ai eu tout ce qu'il faut. Voilà, donc après chacun, vous savez, moi, c'est ce que les gens pensent. Moi, ce qui est important, c'est que les gens qui me connaissent savent comment je suis, quelle a été ma carrière, ce que je peux leur apporter, donc ça ne me gêne pas, ça. Quand on pratique le métier d'agent pendant plus de 20 ans, est-ce que c'est facile de jamais franchir la ligne jaune? Ah oui, c'est facile. C'est très facile. On se dit que c'est pas si facile. Vous savez, moi, je vais vous expliquer. Si je prends un bus ou le métro sans acheter le ticket, je vais faire la une d'un journal. Donc, je peux pas, moi, m'en donner ma deuxième chance. Je l'ai saisie il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, je n'ai pas payé un excès de vitesse. Vous voyez, donc, je suis dans un cadre. Mais ma question, et je respecterai le cadre. Mais est-ce que c'est facile? Dans le monde du football, on a l'impression qu'il y a certains dossiers, on ne peut pas les faire. Non, si on reste dans le cadre. Ben voilà, vous faites un choix. Vous faites un choix. Ou vous franchissez la ligne jaune et vous faites un dossier, ou vous ne franchissez pas la ligne jaune et vous ne faites pas le dossier. Certaines études montrent actuellement qu'il y aurait un désintérêt un petit peu du football en France notamment. Est-ce que vous pensez, pour finir, que le monde du football est en danger? Oui. Le monde du football est en danger. Ouais. Et il ne faut pas que le danger aboutisse à une catastrophe. Donc il faut faire attention. Vous savez, souvent on prédit, si on nous avait dit il y a quelques années qu'on allait tous marcher dans la rue avec un masque, qu'il allait y avoir une épidémie avec autant de morts, tout le monde aurait dit ça, aurait pris ça à la rigolade, ou tout le monde aurait dit « mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Et là, pareil, le football, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un vieux con. Et oui, je suis peut-être un vieux con, mais croyez-moi, M. Tarago, le football est en danger par son environnement. L'environnement est complètement pourri, c'est un foutoir, et si personne ne met les mains là-dedans, des gens qui se mettent autour d'une table, on ne s'en sortira pas.
Bon, c'est pas très joyeux, mais on va en rester là-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie.